Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. C'est un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles Espace de Coworking, premier espace coworking éco-responsable en Belgique, on est assez fiers de cela. Et le deuxième sponsor, bien entendu, c'est notre SBL de Podcast Factory Org. Une petite annonce pour les auditeurs qui nous suivent via les plateformes de podcast et les hébergeurs de podcasts. Je me suis rendu compte qu'ils ne suivaient pas forcément l'actualité que je publie sur les réseaux sociaux. On vous informe, si vous avez manqué l'information, que dorénavant, nos podcasts ne sont plus publiés sur hrmeetup.org, mais sont publiés sur whatsyourstory.be, notre nouveau site internet qui regroupera plusieurs projets podcasts que notre SBL propose. Aujourd'hui, nous avons à notre micro Tom Meyers qui a accepté une interview à distance vu le confinement et la crise du coronavirus. Donc Tom, je te remercie d'abord. Je suis très content d'être là et qu'on pouvait faire ça aussi grâce à la technologie. Tom, on va commencer par notre question classique. De ton rêve d'adolescent à ce jour, est-ce que tu es aligné? Ça sous-entend que la première question, elle va être de parler de ton rêve d'adolescent. Est-ce que tu en avais un? Est-ce que tu avais un rêve particulier? Apparemment, je voulais être chef cuisine. Et je dis apparemment parce que c'était mes parents qui m'ont toujours dit que ça, c'était mon rêve d'enfance. J'ai réfléchi beaucoup là-dessus parce que j'ai dit qu'est-ce que c'était vraiment mon rêve d'enfance. Et je me rendu compte que je n'avais pas. Mais ce que mes parents m'ont dit, tu voulais être chef cuisine, tu as toujours dit, je l'ai cru et je l'ai accepté. Et j'ai commencé les cours de cuisine à partir de l'âge de 12 ans, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a perturbé un petit peu dans les années plus tard pour dire, mais pourquoi j'ai cru mes parents, en fait? Est-ce que c'était vrai ou pas? Je m'ai beaucoup interloqué là-dessus. Mais en fait, je n'ai pas eu vraiment un rêve d'enfance, sûrement pas avant l'âge de 14 ans ou 15 ans ou quelque chose comme ça, non. J'ai fait l'école hôtelière. Après, je suis parti en Angleterre pour travailler comme serveur. J'avais fait la formation de cuisinier, mais dès que j'avais mon stage d'un mois, je disais, mais je n'aime pas, en fait, je n'aime pas être, c'est pas pour moi, je n'aime pas être dans cette cuisine confinée avec quelques personnes et certaines, je n'aime pas vraiment, mais je vois que j'aime beaucoup être dans la salle. Alors, j'étais serveur. Avec ma connaissance de cuisinier, c'était très pratique aussi d'être dans la salle. Voilà, ça m'a pris, j'étais en Angleterre, j'étais là pour 3 mois, mais je suis resté 8 ans. J'ai travaillé sur des bateaux de croisière, j'ai travaillé dans des hôtels de luxe, j'étais jusqu'au sommelier sur le Queen Elizabeth II. Tout cela, ça se fait automatiquement sans vraiment réfléchir. C'était comme, oh, je veux faire ça, alors je l'ai fait. Et je suis retourné en 1998 en Belgique parce que voilà, je retrouvais un petit peu ma base ici et j'ai commencé un autre rêve de quelqu'un d'autre. C'était un magasin de charcuterie à Malines. Et c'était vraiment, je ne savais pas quoi faire. J'avais perdu un job parce que voilà, je n'étais pas vraiment capable de le faire. Le premier job de mon retour en Belgique. Mon ami, pendant qu'ils étaient 8 ans, et en Angleterre et autour du monde, il avait commencé à charcuterie, qui avait beaucoup de succès. Et il voulait faire une expansion. Alors, il m'a téléphoné un jour, il dit, Tom, voilà, qu'est-ce que tu fais? Oui, j'ai dit, pour l'instant, pas grand-chose, j'ai juste voilà, perdu mon job et je sais pas quoi faire en fait. Il dit, pourquoi tu ne commences pas un magasin de charcuterie comme moi? Et c'était comme, ouais, pourquoi pas, on a les mêmes formations, c'est un ami, il va m'aider, ils avaient déjà trouvé un endroit, et moi je voyais derrière aussi, mais écoute, il a beaucoup de succès, il a une belle maison, une belle voiture, une belle moto, une belle femme, un enfant. Oh, et moi, qu'est-ce que j'ai rien, mais voilà, je vais rentrer dans cela, c'est vraiment super, c'est un cadeau du ciel. Et je me lance, et quelques mois plus tard, j'ai commencé mon charcuterie à Malines le 9/9/99. Ah oui, une La date date à ne symbolique du coup. jamais oublier. Et 2 mois plus tard, j'étais dépressif suicidaire. Burnout, quoi. Le burn-out, on ne connaissait pas encore dans ces moments-là, mais j'ai dit pourquoi ça marche pas. Mais pourquoi c'est des cadeaux du ciel qui me sont donnés plusieurs fois avec mes grands voyages au sac à dos, 9 mois, 7 mois, et les travaux
sur le Queen Elizabeth II et les hôtels. J'ai eu des moments vraiment de grâce, hein. Mais chaque fois, j'étais retombé. Chaque fois, il y a quelque chose qui fait que, L'enthousiasme s'en allait, quoi. ou même pas d'enthousiasme, la vie s'effritait. Il y avait des problèmes de santé, des grands challenges. Et c'était chaque fois que j'étais de nouveau mis par terre, dans le trou, quoi. Tom, toi qui as voyagé à travers le monde, ça ouvre l'esprit, ça donne une autre perspective et ça donne surtout d'autres façons de réagir face aux difficultés, face à l'épreuve. Donc là, tu nous racontes quelque part que tu es tombé en dépression grave, tu es allé jusqu'à l'envie de mettre fin à tes jours, ce qui est quand même quelque chose de très grave et de très percutant quand on entend ces paroles. Comment est-ce que tu es sorti de ça et finalement, et on va arriver au sujet de ce jour, grâce à cette transition, comment est-ce que tu es arrivé à te relever de cette épreuve? J'avais 29 ans à ce moment-là et pour la première fois, j'avais parlé de mes problèmes à la pharmacienne qui habitait juste quelques maisons plus loin de mon charcuterie. Et c'était à 29 ans, c'était la première fois que j'ai parlé de mes problèmes à quelqu'un d'autre. Mes parents n'ont jamais su de mes problèmes. Mes amis n'ont jamais su de mes problèmes. Mais cela, cette personne, voilà, je l'avais confiance en elle, ou puis peut-être aussi une maturation en moi. Et elle est rentrée dans mon magasin un jour et elle dit, Tom, je vois que ça va pas très bien. Ici, un nom et un numéro de téléphone, appelle là, elle va t'aider. C'était un coach ou C'était une astrologue coach. astrologue coach? Oui. Et moi, j'ai dit, mais avec quoi tu viens? Oui. Astrologie, c'est pour les gens désespérés. Moi, c'est pas pour moi, je ne crois pas, mais j'ai téléphoné à cette dame et c'est vraiment comme la coaching de vie aujourd'hui et de se remettre en question, de donner des questions pour trouver la potentiel en soi, un petit peu de revoir son parcours avec une autre dimension, avec une autre perspective et vraiment de donner le devoir pour trouver en fait ce qui était inné en moi mais que je n'avais jamais découvert par moi-même. Là, tu es en train de dire quelque chose d'important, c'est qu'en fait, tu rejoins beaucoup, beaucoup de témoignages que j'ai vus au micro. Quand on passe par un burn-out, on en sort d'abord. Et en sortant, les premières questions qui se posent, c'est la recherche de sens, la recherche de qui on est. C'est ce que tu es en train de nous expliquer. En fait, tu as refait une recherche de sens et de valeur pour toi. Oui, mais sans savoir. Beaucoup de gens, après un burn-out, ils cherchent un sens. Moi, je ne savais pas ce que je cherchais. Tu étais accompagné par un coach et elle savait peut-être. Oui, exactement. Voilà. Ces questionnements, il y a 3 questions qu'elle m'a données. Je pense que c'est ces questions qui m'ont sauvé la vie. Après ce passage de coaching, qu'est-ce qui est ressorti en termes de sens et de quête dans ta vie alors? La grande surprise est que j'avais en moi un thérapeute, un communicateur, quelqu'un qui peut enseigner la recherche et quelqu'un qui a besoin de bouger. Dans mon magasin, j'étais là et je pouvais plus bouger. Je vivais là, je devais être là 6 jours par semaine. Alors ça m'a renfermé. C'était dans une boîte, un cage dans laquelle je pouvais pas sortir. C'était pas mon caractère à moi. Alors avec cette potentiel en moi, j'ai visualisé, je suis un thérapeute qui a développé son approche, qui a écrit un livre là-dessus et qui est demandé autour du monde de faire des workshops et des présentations. Et voilà, ça c'est ma vie d'aujourd'hui. Est-ce que tu as suivi des formations et vers quel type de thérapie, puisqu'on a utilisé ce terme pour l'instant, t'es-tu orienté? Je suis devenu ostéopathe. Ostéopathe. Donc tu as fait une formation spécifique pour être ostéopathe. Oui. Et donc là, tu as effectivement le droit d'utiliser le terme thérapeute. Tom, ça va beaucoup plus loin que ça. Quand je regarde ton profil, tu n'es pas que ostéopathe. D'ailleurs, tu l'as dit. Tu fais des conférences, tu es écouté à travers le monde. Qu'est-ce qui a fait la différence? Mais j'ai suivi mon cœur et mon parcours vis-à-vis l'observation et la réaction de mes patients. Tout de suite, mes patients m'ont toujours dit, mais toi, tu fais quelque chose de différent. Et j'ai dit, mais comment c'est possible? Je viens de l'école, c'était en 2007, de l'ostéopathie, et j'ai dit, mais comment c'est possible que je peux faire quelque chose de différent? Je applique ce que j'ai appris. Mais à fur et à mesure, plusieurs personnes ont dit, et comme ça, j'ai commencé à rechercher. Le rechercheur en moi est éveillé, et il dit, mais Tom, tu dois mieux comprendre ce qui se passe. Parce que les gens, pourquoi tu vas chez un ostéopathe? Tu vas pour les problèmes physiques. Et il disait, mais chez toi, Tom, on a aussi des améliorations dans le comportement. Ça veut dire qu'on a moins de stress. C'est comme tu as éclairé notre esprit. On se sent plus légère, on se sent aussi que j'ai des questions, mais tout d'un coup, je voyais plus clair ce que je devais faire, je pouvais mieux concentrer. Alors, avec tout cela, je m'ai spécialisé de voir
pourquoi ce type d'approche que j'ai, pourquoi ça a aussi des bénéfices au niveau du comportement et spécialement au niveau du gestion de stress. Alors Tom, depuis combien d'années exerces-tu le métier d'ostéopathe pour être un peu plus précis? Et surtout, après combien de temps as-tu décidé d'enrichir cette profession d'un aspect gestion du stress? J'ai maintenant 13 ans d'expérience comme ostéopathe et 13 ans d'expérience dans ces gestions de stress parce que c'est dès que j'ai commencé, dès que j'ai ouvert mon cabinet, que le feedback s'est fait et tout de suite, après quelques mois, je m'ai mis en question. Tu peux citer le nom de l'ouvrage que tu as écrit? L'ouvrage que j'ai écrit, c'est Futurize Yourself, Design Your Life on Purpose. C'est tome 1 d'une série de 3. Mais le tome 1, c'est vraiment le parcours de mon chemin vers mon purpose of life. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? À quel moment il y a un élément déclencheur qui te fait dire: «Bah, là, je vais pas me contenter de regarder mon impact local, il faut que ça aille plus loin»? J'étais à une scène en train de présenter en Italie. C'est là que je me rendu compte, mais comment je suis arrivé ici? C'était en 2013, je pense. Je peux me tromper là-dessus, mais c'était le moment que j'ai dit, mais tu te rappelles, Tom, l'année 2000, là, tu étais suicidaire, tu avais une charcuterie et ici, tu es en train d'inspirer à partager ton savoir-faire dans le reset approach que j'ai développé. Et comment tu es devenu là? Et tout d'un coup, c'était très marquant. C'était comme les gens se font des applaudissements, tom tom, tom tom. Et c'était waouh, c'était, allez, si on veut parler d'un wow moment, ça c'était un wow moment. De vraiment, mais c'était vraiment impressionnant. Concrètement, tu es en train de faire bien comprendre et de bien passer un message important à mes yeux, c'est qu'on peut être dans un état où on peut être limite suicidaire et 13 ans plus tard, se retrouver dans une salle à se faire applaudir par un public. Ce message-là, il a un poids, tu t'imagines même pas, parce que les gens en dépression, parfois, ils voient pas le bout du tunnel, ils groupent tout ensemble, ils splitent pas les choses pour les affronter une à une, et entendre qu'il y a un espoir aussi fort et possible, même dans le pire des cas, moi je trouve que ça inspire déjà énormément. Donc merci pour ce beau message déjà. Ça me donne des frissons que tu dis Mais ça. c'est une vérité, Honnêtement, je suis en tout frisson. Oui. c'est vraiment une vérité, quoi. Je pense que c'est vraiment important de pointer sur ça, parce que je crois que c'est un des plus beaux moments de ce podcast, dans cette interview, en termes d'importance pour l'auditeur, tu vois? Et puis là, j'entends, tu me dis: «J'étais en Italie et on était en train de m'applaudir dans une salle». Ça me mène à la question du où. Où est-ce que tu exerces? Parce que finalement, tu de l'ostéopathe, tu exerçais à Malines toujours ou tu étais déjà sorti un peu, Non, 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 non. Je me suis sorti de ma ligne très vite après la fermeture de mon magasin et moi, je m'ai installé à donc tu es Woluwe-Saint-Lambert. passé à Woluwe-Saint-Lambert, mais tu exerçais dans la région bruxelloise? J'exerce là, Woluwe-Saint-Lambert, c'est près de Tomberg, Tom à Tomberg. Thomas Tomberg. Et qu'est-ce qui t'a amené alors à un moment donné à sortir des frontières belges et à voyager? Et c'est vraiment l'ouvrage et le livre que tu as écrit qui t'a amené à ces conférences et à travailler, à travers le monde? C'était déjà avant, oui, c'était la quelque part la recherche autour du stress qui était et encore et qui a commencé à prendre d'ampleur dans les gens et certaines personnes voulaient avoir des présentations, des workshops là-dessus. En Italie, c'était spécifiquement l'approche que j'avais développée moi-même, qui est comme un premier secours, first aid, pour la gestion de stress, pour y aller vers la résilience via la respiration et des gestes manuels. Alors il y a une relation à faire aussi avec un phénomène qui est important, qui est le burn-out, qui est en pleine explosion et les années que tu cites, on a commencé à parler beaucoup du burn-out, à prendre conscience du phénomène, à se rendre compte de l'explosion et la quantité de personnes impactées. Donc pour toi, si je peux dire, c'était limite pain béni sur ta route parce que ça te confortait dans ta démarche, ça te donnait raison et ça continue de te le donner et je crois que la crise actuelle, je ne sais pas ce que tu en penses, mais va nous conduire à je ne suis pas négatif de nature, mais là, je m'inquiète un peu d'une crise de burn-out supplémentaire parce que les gens sont à la maison, ils découvrent un nouveau mode de vie, être proche de sa famille, de ses parents. Et je me dis que cette période, elle va avoir un effet. C'est que quand les gens vont retourner au travail, ce rapprochement et cette prise de conscience qu'ils ont peut-être fait pendant cette période, elle va être confrontante avec la vie du travail à reprendre. Et les entreprises vont être poussées de mettre un peu plus la pression parce qu'il faut rattraper les pertes. Et je m'inquiète un peu que certains aient la tentation, dans certains mauvais management, de presser le citron et de conduire plus de gens en burn-out. Mais bon, ça, c'est qu'une réflexion personnelle et peut-être négative, même si j'ai pas envie d'être négatif, mais je voulais avoir un peu ton avis et te challenger par rapport à ça. Il y a plusieurs problématiques que je peux prévoir, hein. Je suis quelqu'un qui aime bien regarder dans le futur un petit peu, surtout son métier, qu'est-ce qui va se passer avec les gens d'ici 5-10 ans, par exemple. Un, après le confinement,
C'était une période de grand stress, insécurité, des challenges qu'on n'a pas connus avant, aussi vis-à-vis les parents, les grands-parents, les enfants. Il y a plein de choses qui sont très différentes, interpellantes dans une courte période de temps. Ça peut être que on tient le coup, mais dès que, on va dire, on peut de nouveau sortir, dès qu'on peut se relaxer, qu'on va tomber malade. Ça s'appelle leisure sickness. C'est le moment quand on va en vacances et on tombe malade. Moi, je dis toujours à mes patients, viens avant vos vacances pour être sûr que votre corps, votre système de stress est bien équilibré, que vous ne tombez pas Est-ce que tu malade. crois que les patrons d'entreprise sont conscients et déjà proactifs par rapport à ce risque? Est-ce que tu crois que dans ton métier, tu échanges avec des patrons, j'imagine? Est-ce que tu penses qu'ils sont en conscience de ça? Non? Ils sont pas conscients, mais les gens non plus. Ah, ça va plus loin d'après toi. Alors je sais qu'on s'écarte de ton sujet, hein, mais je trouve qu'avoir un expert comme toi au micro par rapport à tout ce que tu viens de dire et ton vécu et ce que tu fais, bah, ça a son sens de poser ce type de questions vu la crise actuelle. C'est là où ton expertise aussi peut se manifester, bien entendu. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas conscience de ce risque, tu penses, ces patrons? Parce que c'est mal connu. On n'a jamais pensé, par exemple, d'emmener son corps sur le chemin. Et le corps, c'est quelque chose qui vient avec. Non, le corps est la partie primaire. Le corps, c'est qui doit faire tout, qui doit réaliser tous nos rêves. Le travail, c'est fait par le corps. Et c'est aussi le corps qui subit le stress. Le stress, c'est un problème quand les demandes sont plus grandes que les ressources. C'est le corps, le système neurologique, hormonal, musculaire, immunitaire, tout ça, c'est une gestion par le corps. Mais beaucoup plus de gens, c'est toujours l'esprit. Mais non, c'est le corps. Il y a un lien entre les 2 très fort. Oui, par exemple, c'est vrai que mind over matter, quand on a des pensées négatives, ça a une influence sur le corps. Mais si le corps est pris dans un stress, quand le système nerveux autonome est en déséquilibre, quand trop d'adrénaline, trop de cortisol, ça a une influence sur ton Et comportement. l'alimentaire aussi. Ça veut dire, c'est les deux sens, mais on voit que une sens, le sens de mind over matter. Et moi, je dis, mais désolé, je vois dans mon cabinet, c'est aussi matter over mind. Parce que je peux avoir une séance pour équilibrer, relaxer, bien détendre le corps. Les gens se sentent complètement différents. C'est comme, de nouveau, ils sont légers, ils peuvent réfléchir. C'est comme, ils ont de nouveau une capacité d'esprit qu'ils n'avaient pas avant. Et c'est une séance. Ça veut dire que le corps est important. On a fait cet écart, hein, par rapport à la crise, à la prise de conscience, des gens et du monde de l'entreprise, de ce qui pourrait se passer et tu es en train de m'expliquer un peu dans ton cabinet tes constats et ça m'amène à la question de comment est-ce que tu travailles finalement? Comment ça se passe une consultation chez toi? Je prends toujours 1 heure par personne minimum. Et c'est d'abord, les gens doivent venir au cabinet, ça veut dire, et quand ils viennent de travail, ils doivent prendre un petit peu de temps de parler, justement pour être présent. Après, la grande différence, c'est que je commence toujours à la tête pour calmer le système nerveux autonome. C'est d'abord le système nerveux autonome à travailler avec des gestes très légers à la tête dans le style de certaines personnes qui connaissent le crânio-sacré ou le fasciathérapie. C'est justement de calmer le système. Après, de travailler le corps partie par partie, chaque partie. C'est pas comme un autre ostéopathe. Certains ostéopathes, ils vont faire un check, un bilan d'abord avec leurs mains et ils vont voir, là c'est un blocage, là c'est un blocage. Ils vont débloquer celui-là, débloquer une autre partie et ils vont de nouveau tester. Ça, c'est pas ma façon de travailler. C'est vraiment un travail, on commence à la tête, on va partout dans le corps, on calme le corps et jusqu'à la fin, c'est là qu'on va commencer à regarder le symptôme, le douleur et travailler sur le douleur. Et de nouveau, faire un travail global pour terminer. Parfait. Alors ça me mène à une bête question, hein, mais on a failli l'oublier et c'est important, hein. Rapidement, si tu devais définir un ostéopathe, comment tu le définirais? C'est un thérapeute manuel qui voit la personne dans sa globalité et qui travaille l'être total. On travaille par pression sur le corps. Pas nécessairement par la pression, mais manuellement, ça veut dire on a un toucher thérapeutique.
Un toucher thérapeutique, voilà. Ça, c'était le mot-clé qui était important à mettre en évidence. Alors Tom, on a envie d'en savoir bien plus sur toi. Est-ce qu'on peut trouver des informations complémentaires et te contacter sur un site internet particulier? Oui, le plus facile, c'est myerstom.com, nom de famille, mon prénom.com. Ça, c'est un site cible où tu trouves des liens vers tous mes projets. Mon livre, Tout ce que tu fais. mon blog, j'ai aussi mon cabinet. On n'a pas tout dit, tu organises aussi le TEDx de Vilvorde. Exactement. TEDx de Villevorde et bientôt un podcast. On va en parler, mais après mes questions RH. Je vais d'abord t'interpeller sur le thème RH parce que c'est quand même le sujet de ce podcast et même si on parle de ta passion et de ton travail, nos auditeurs qui sont dans le secteur RH, on leur donne toujours un petit feedback avec différents horizons de chaque métier qui vient à se présenter au micro. Et donc, de la part d'un ostéopathe, je suis curieux d'entendre comment est-ce que tu définis un RH? J'aime beaucoup ce que Nadia Elfertas, un des autres interviewés, a dit, hein, l'humain au centre. C'est un humain avec différentes ressources. Et c'est ça on va mettre en évidence, que chacun a des différentes ressources. L'humain, ressources, c'est pas tout le monde dans le même casier. C'est chacun est un individu, chacun a ses demandes, chacun a ses différences. Et avec les ressources humaines, c'est vraiment cela qui doit être mis en compte parce que si on travaille avec la potentiel de l'être, c'est là qu'on va avoir un retour qui est un support pour toute l'organisation. Alors, tu as le droit à une question supplémentaire bonus. Est-ce que tu as le sentiment que certains RH oublient que l'humain doit être au centre et rester au centre? Je pense parce qu'ils ont trop de travail. Ils Parce qu'ils travaillent sont et débordés, d'accord. ils ont débordé. Hein. Ils ont des centaines de personnes à gérer et aussi les nouveaux, des interviews pour des nouveaux qui viennent. Alors, c'est malheureusement, je pense que ils peuvent, je peux me tromper, mais il n'y a pas vraiment de la place peut-être pour cet accueil individuel pour l'instant. On a parlé tantôt d'un effet waouh, hein. Le moment où tu te faisais applaudir dans une salle en Italie et tu te dis: «Waouh, qu'est-ce qui m'arrive ici? D'où je viens?» C'est inspirant, moi ça me fait aussi mon petit effet waouh là du coup et cette question je l'aime bien. Donc dans chaque podcast, je demande aux gens: «Tiens, tu te rends dans un endroit, dans une entreprise et puis tout d'un coup, tu as un sentiment, tu qu'un mot à la tête, c'est: "Waouh, ici il se passe quelque chose de particulier. On a mis en place quelque chose qui fait que les gens sont différents et s'y sentent bien. Limite j'ai envie de venir travailler ici"». Tu as déjà connu un moment comme ça et si oui, pourquoi? Et sinon, qu'est-ce qui te donnerait cet effet waouh? Plusieurs fois, mais de nouveau, je vais emmener un épisode quand j'ai travaillé sur le Queen Elizabeth II. J'étais à Hong Kong, j'ai reçu une lettre de ma maman. C'était avant l'email, hein, c'était avant l'Internet. Alors, j'ai reçu une lettre de ma maman qui disait: Désolé, Tom, je vais me suicider. Je vais me jeter devant un train. Je suis à Hong Kong. J'ai essayé de téléphoner de là-bas, pas de réponse. C'est un peu émouvant, je suis désolé. Mais c'était là, ce qui s'est passé, c'était je suis retourné au travail dans le restaurant et mon manager a vu qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas très bien. Il m'a mis dans son bureau, cet homme, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai craqué. Il a cherché le capellan, c'était le prêtre du bateau. Et le prêtre du bateau m'a demandé aussi. Et il a mis au point, alors c'était après, tu dis, mais comment c'est possible? C'est extraordinaire, c'est waouh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a téléphoné à une organisation Flying Angels à Anvers, de Hong Kong à Anvers, et les Flying Angels à Anvers, c'est une organisation pour les seafarers. Ils ont trouvé ma maman. Ils ont fait la recherche avec les données limites que j'avais de ma maman. Ils ont trouvé ma maman et ils ont recontacté Yokohama, le Seafarers Center in Yokohama, pour donner le prêtre l'information qui m'a donné l'information que maman était en vie et en bonne santé. Ça, c'était pour moi un wow. Tu vois, cette organisation qui existe pour les gens qui travaillent sur le bateau, c'est partout dans le monde. Cette organisation, c'est extraordinaire. Et le wow supplémentaire, c'était ils ont apporté des fleurs à ma maman. Je n'ai pas demandé et c'est ma maman qui me dit après, merci pour les fleurs. Et je dis, mais c'était eux qui ont fait ça, maman. Tu viens de me transmettre ta chair de poule, Tom. Chapeau, chapeau. Ça, c'est vraiment un vrai effet waouh, comme j'en ai pas entendu depuis longtemps, effectivement. Ma dernière question, c'est tous les DRH de Belgique t'entendent en ce moment. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur passer comme message? Prendre bien soin de vous-même d'abord. Et c'est vraiment au management et aux gens qui travaillent à l'RH,
Prends bien soin de vous-même d'abord. Prends bien soin de votre corps. Emmène votre corps dans votre vie, dans votre changement, parce que ça commence là, d'être bien en soi pour aider les autres. Un beau message. Alors, on va conclure par ce fameux passage podcasting, puisque tu as contacté notre SBL de Podcast Factory York. Tu nous as dit, bah, j'ai envie de faire un projet podcast. Donc, notre SBL s'est engagé à t'aider, à te conseiller, un échange de visibilité et un partenariat de synergie. Donc, on va s'entraider dans nos projets respectifs. Est-ce que tu peux quand même toucher un mot à nos auditeurs déjà de ce futur podcast qui va arriver à ton niveau? Oui, le nom du podcast, c'est What the Future. C'est vraiment un podcast où je vais interviewer des futuristes, mais aussi des thérapeutes, non-thérapeutes, des gens de famille et tout cela. Pourquoi? Parce que pour l'instant, avec cette mindfulness et la pleine conscience et le power of now, j'ai l'impression on bloque un petit peu sur le maintenant. Mais on voit très bien avec le Covid-19 et qui était prévisible qu'on pouvait se préparer avant, mais on n'a pas fait. Bill Gates l'avait dit en 2015 que on doit se préparer pour quelque chose comme ça. Ça va arriver. Et voilà, c'est arrivé, on n'est pas prêt. Chacun sa vie, je pense, on peut avoir beaucoup plus de maîtrise sur son futur qu'on imagine. Mais c'est aussi essentiel. Notre corps est fait pour vivre quelque part. Dans le futur, c'est pas possible, mais quelque part, plus de l'anticipation. Et on peut, comme j'ai fait il y a 20 ans, j'ai imaginé mon futur et je l'ai réalisé. C'est comme, parfois, ils m'appellent Tom Tom, le navigateur de la santé, mais on doit avoir une direction. Et c'est ça, c'est futur, c'est devenir, chacun est un futuriste inné, mais on doit maintenant mettre ça en évidence. Et c'est pour ça que je vais interviewer plusieurs personnes qui peuvent expliquer ça dans leur manière simple, justement pour emmener ça au monde, cette passion d'être juste un petit peu plus occupé à préparer ce qu'on veut. Beaucoup de gens dans mon cabinet, quand je demande qu'est-ce que tu veux, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux sentir, je ne sais pas. Je vais aussi dans ton sens. Moi, quand j'étais étudiant en nursing, on avait un professeur de biologie qui nous disait, c'était dans les années 90, on devient de plus en plus nombreux sur cette planète, on prend beaucoup trop d'antibiotiques, donc on dit à notre système immunitaire, on fait le travail pour toi en partie, donc il est un peu plus relax. Il ne faut pas s'étonner si un jour des maladies graves qui ont disparu, comme la peste, réapparaissent. Alors on n'en est pas à la peste, mais on n'en est pas loin, quoi, parce que ce qui se passe maintenant, c'est vraiment horrible. Et je vais dire, on avait tous les éléments en main pour voir les choses, mais on ne se focalise pas, on ne se concentre pas sur ce qui nécessite une attention. Et c'est peut-être là l'avantage que ton projet va proposer, c'est de peut-être poser des points d'attention sur des aspects qui nous échapperaient trop vite ou très facilement parce qu'on est trop distrait dans notre vie. Et encore une fois, ça rejoint ce témoignage des gens qui sont en fin de vie. Arrêtez de vous faire distraire par vos objectifs de carrière et d'argent. Il y a d'autres priorités aussi. C'est mettre les deux ensemble. Hein. C'est le carrière, puis aussi d'autres choses, de voir ça comme un ostéopathe voit le total des choses. Voilà, c'est ça. C'est complémentaire, c'est pas dissociable. Non, et l'ostéopathe regarde aussi au niveau de la biologie du corps, parce que ça, c'est très intéressant. C'est le corps qui doit faire tout, mais c'est aussi le corps qui est toujours en train de prévoir un danger. Et le corps, malheureusement, au niveau évolutionnaire, c'est vivre aujourd'hui, demain, après-demain maximum. Et c'est un système de survie. De penser long terme, 5-10 ans, en fait, c'est que récent, on peut le faire. Mais au niveau biologique et quelque part évolutionnaire, on n'a pas encore cette skill. On doit l'apprendre. C'est inné, mais on doit la pratiquer pour être des futuristes. Parfait, ce sera un beau message de fin, une belle conclusion pour ce podcast. Moi, je suis un peu frustré, Tom. J'ai plein d'autres questions pour toi. J'aimerais te réinviter au micro dans le futur pour parler du TEDx. J'aimerais te réinviter dans le futur pour parler de tes conférences et de plein d'autres sujets. Donc j'espère que tu te fidéliseras et tu seras tenté de revenir à mon micro. On va te retrouver aussi pour une version néerlandophone de ton interview. Pour ceux qui sont bilingues, ils peuvent l'écouter. Les questions seront peut-être un peu posées différemment. Tu pourras aussi t'exprimer dans ta langue natale puisque tu es néerlandophone et tu as fait un superbe effort en français. Tu es parfait bilingue. Merci pour cette confiance que tu accordes dans notre projet et cette confiance que tu m'accordes et cette confidence que tu as faite au micro avec moi. Avec grand plaisir et merci pour m'avoir eu sur votre podcast. Et si par exemple les gens ont des questions pour moi, pour un futur podcast, ils peuvent toujours envoyer, je pense.
Parfait. Ils peuvent te contacter aussi sur le site internet, ton site internet, hein, donc on rappelle, l'URL c'est meyerstom.com Exactement. Merci et on beaucoup. te retrouve sur les réseaux sociaux comme la majorité des gens, bien entendu. Ouais. Merci à vous tous, à très bientôt et si vous avez aimé ce podcast, faites un partage, un like, ce sera la plus belle de nos récompenses. À bientôt.